Maître Seydou Diagne, bonjour. Bonjour, Babacar. Merci d'avoir répondu au grand jury d'RFM. Comment commentez-vous ce geste d'Aliou Sall? En fait, si on regarde bien, comme beaucoup ont eu à le rappeler, il fait l'objet d'accusations, mais comme tous les citoyens de la République, les lois sénégalaises disent que une personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'un tribunal établisse de façon équitable, indépendante, impartiale sa culpabilité. Donc, je pense que avant même qu'il ne soit réellement mis en cause de façon judiciaire, simplement du fait du rapport ou du reportage de la BBC, c'est vrai qu'il a fait l'objet d'accusations extrêmement graves de cette chaîne britannique et que cela a été repris dans le landerneau politique et société civile. Donc ça fait l'objet d'un débat. Peut-être qu'il a estimé devoir communiquer ce qu'il a fait une première fois et il est revenu en essayant peut-être de toucher la fibre religieuse des citoyens sénégalais. Mais je pense que tout ça rentre dans le cadre d'une communication. Parce que, comme vous le savez, vous connaissez mieux que moi les techniques de communication, il a probablement essayé de toucher, comme je l'ai dit, la fibre religieuse pour que ceux qui le voient jurer la main sur le Coran le mettent, le croient innocent. Mais ce que je veux ajouter, c'est que s'il suffisait simplement au Sénégal de sortir le livre sacré, un livre sacré, que ce soit le Coran ou la Bible, et de jurer à la télévision qu'on est innocent, je pense que beaucoup d'autres Sénégalais qui sont actuellement en prison ou qui ont déjà été condamnés par la justice ne seraient pas dans la même situation. Lorsqu'on fait l'objet d'une accusation pénale et qu'une enquête est ouverte, il faut s'expliquer devant la justice. C'est ça voilà les lois de notre République. Mais c'est pas d'aller à la télévision et de brandir le Coran ou de poser sa main dessus pour jurer. Vous êtes inscrit au barreau de Dakar depuis 1999, 20 ans de métier d'avocat. Que pensez-vous de la procédure déclenchée par la justice sénégalaise dans cette affaire, avec ces auditions de témoins, auditions instruites par le procureur à la DIC, la police criminelle? C'est assez étrange comme procédé. Étrange dans le sens que je suis bien placé, comme beaucoup d'autres avocats. Vous êtes procédurier. Je vais vous l'accorder, mais en tout cas, mon travail, c'est dans la justice. Je travaille dans la justice, donc je connais les procédures d'autres matières et spécialement la procédure pénale. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai déjà vu le procureur à l'œuvre. Je l'ai vu faire des enquêtes en tant que, on peut le dire, directeur de la police judiciaire, faire travailler des officiers de police judiciaire dans des enquêtes à charge ou à décharge, mais c'est la première fois que je dois procéder de la sorte. Donc c'est ça le caractère étrange que je veux souligner. Je pense que c'est pas dans les habitudes du procureur de la République de chercher la vérité de cette façon. Vous l'avez vu à l'œuvre, et ça on y reviendra plus tard, vous l'avez surtout vu à l'œuvre, si on parle d'actualité, dans les affaires Khalifa Sall, par exemple. L'affaire Khalifa Sall, pour être précis. Oui, absolument. Dans l'affaire Khalifa Sall, il n'avait pas fait d'appel à témoins. Dans l'affaire Aïda Diong, il n'avait pas fait d'appel à témoins. Au contraire, il a fait des perquisitions, il a envoyé la police dans les banques, ouvrir les coffres-forts, faire des conférences de presse, montrer le résultat de ses investigations. Je l'ai vu mener des enquêtes dans le cadre des poursuites qu'il a engagées contre Bara Sadi. Il a fait la même chose. L'ancien directeur général du port. L'ancien directeur général du port. Il a fait la même chose contre Carmelo Sagna. Il a fait la même chose nuitamment contre Haïdara Sylla. Donc, c'est ce qu'il a fait et la démarche qu'il prend dans l'affaire de Aliou Sall, ce n'est pas de cette façon qu'il a l'habitude de procéder. Pourquoi? Quelles sont les raisons pour lesquelles il demande à n'importe quel citoyen qui est intéressé simplement
d'aller faire ses déclarations à la DIC et de mettre l'accent, surtout, c'est ça encore qui m'étonne, qu'il demande à la section de recherche d'élucider les conditions de diffusion dans le public du rapport de l'IGE, alors que il avait l'enquête contre Khalifa Sall et le rapport de l'IGE concernant la mairie de la ville de Dakar avait été largement diffusé à l'époque. Pour ça également, il n'a pas saisi la section de recherche ou d'autres officiers de police judiciaire pour leur demander d'investiguer pour voir l'origine et la provenance. Je rappelle que j'ai défendu des clients qui ont porté plainte chez lui parce que les procès-verbaux d'enquête les concernant avaient été reproduits par la presse et puis c'était publié et tout. Il n'a jamais bougé. Donc, c'est une deuxième interrogation. Pourquoi il procède de cette façon concernant Monsieur Aliou Sall? C'est vraiment quelque chose d'assez étonnant et j'aimerais bien que vous lui posiez la question si vous le rencontrez. Mais conclusion pour vous, il n'a pas vraiment la volonté, le procureur, de faire éclater la vérité. Ira-t-il alors jusqu'au bout? Moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai l'expérience des dossiers que le procureur mène. Je ne vais pas revenir dessus, j'ai déjà dit. J'ai de sérieux doutes quant à sa démarche. Et n'oubliez pas, c'est un magistrat contre lequel nous nous sommes plusieurs fois plaints par la presse, auprès des autorités ses supérieures, auprès du ministère de la Justice, jusqu'au président Macky Sall, sur la façon dont il mène ses enquêtes et surtout ce qu'on peut résumer en politique de deux poids, deux mesures. Mais pour l'instant, je vais me limiter à ce que sa façon de procéder dans l'affaire du pétrole est extrêmement étrange et il devrait au moins, comme il a l'habitude de faire des points de presse, éclairer la lanterne de l'opinion. Vous semblez rejoindre la magistrate Seynabou Ndiaye Diakhaté, la présidente de l'OFNAC, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, qui a déclaré avoir traité et transmis 17 dossier au procureur et que c'est à ce dernier d'en tirer toutes les conséquences. Parmi ces 17 dossiers, le dossier Petro-Tim. Cela veut dire quoi? Que le procureur Serigne Bassirou Gueye disposait déjà d'assez d'éléments pour faire son travail et depuis longtemps, avant même ce reportage de la BBC. Là également, c'est ce que je dis. Vous savez, c'est un pays de juristes. C'est un pays de littéraires, c'est un pays de juristes, c'est pas un pays de matheux, le Sénégal. Donc il y a beaucoup de juristes qui partagent les mêmes positions. Sur une question de droit, les Sénégalais, même s'il y a parfois des controverses, c'est facile de savoir où est la vérité. Même les étudiants de première année savent que la procédure pénale telle que prévue pour les enquêtes sous la direction du procureur de la République, ce n'est pas la même chose avec les procédures d'enquête prévues par la loi spéciale sur l'OFNAC. Donc, je pense que le procureur ne peut pas dire telle enquête faite par l'OFNAC est incomplet, il faut l'approfondir également. La loi sénégalaise est très claire. Si le procureur reçoit un dossier, s'il pense qu'il n'a pas des éléments probants pour poursuivre, il classe ce dossier sans suite. Si c'est le cas contraire, qu'il pense vraiment qu'il y a des choses qui peuvent donner lieu à la poursuite d'informations, il saisit un juge d'instruction. Donc vous savez, le procureur, il a beaucoup de pouvoir en général, mais sur cette question spécifique, s'il reçoit un rapport ou un procès-verbal d'enquête des officiers de police judiciaire, il n'a que deux alternatives. Soit il classe le dossier sans suite, soit il décide de poursuivre par une citation directe où il saisit directement le tribunal ou il demande l'ouverture d'une information judiciaire par son réquisitoire. Donc, s'il ne procède pas de cette façon, il est en dehors de la légalité parce que la façon dont les enquêtes sont menées et la façon, on est quand même dans une république, et la façon dont le procureur exerce ses pouvoirs, c'est quand même quelque chose qui est encadré par le code de procédure pénale. Sur cette affaire, Aliou Sall, l'opposition et des associations demandent la révision des contrats sur les ressources pétrolières et gazières. Légitime, risqué? Mais nous avons déjà un arbitre. Le rapport de l'inspection générale d'État sur la question, qui date d'octobre 2012, tel qu'il a été diffusé déjà dans la presse. Je pense que ce rapport recommande clairement
au président de la République de procéder à l'annulation des permis pétroliers qui ont été donnés par les 2 décrets du président de la République de juin 2012, je pense. Donc, en faveur de Franck Timis. Même si nous avons quand même un système dans notre République, dans notre État, où il y a des corps de contrôle, et je pense que le corps de contrôle qui a la voix la plus autorisée, c'est l'inspection générale d'État. Et de ce que je vois dans les fuites dans la presse, ils ont déjà recommandé l'annulation de ces permis pétroliers. Et ça, c'est l'IGE. Donc j'épouse leur position, et si vous voulez mon point de vue personnel également, je pense que pour la stabilité du pays et pour l'intérêt économique du pays, c'est quelque chose qu'ils devraient faire, à savoir annuler purement et simplement et reprendre toutes les négociations à zéro. Au risque de devoir se soumettre à des pénalités financières énormes? Non, ça relève des juridictions. Vous savez que lorsque vous signez ces types de contrats internationaux d'investissement, il y a souvent des clauses d'arbitrage, mais l'État du Sénégal a l'habitude de plaider bien avant le régime du président Macky Sall. L'État du Sénégal a cette grande expérience de pouvoir sortir de contrats qui n'y étaient pas favorables, ou lorsqu'il y a des violations sur lesquelles des contestations ont été soulevées. Je pense que dans des situations comme ça, il faut voir l'intérêt économique du Sénégal. Il ne faut pas regarder l'intérêt du régime en place, il ne faut pas regarder l'intérêt du gouvernement ou l'intérêt de tel ou tel membre de l'opposition. Il faut penser à l'intérêt de la nation et avoir le courage politique de revenir sur des choses qui manifestement ont été faites dans l'illégalité selon les fuites qui sont apparues de l'enquête de l'inspection générale d'État. Maître Seydou Diagne, vous êtes l'un des avocats de Khalifa Sall et de Karim Wade, 2 opposants condamnés à des peines de prison ferme sous la présidence Macky Sall pour des histoires d'argent, on va dire comme ça. Estimez-vous que la justice devrait avoir le même comportement dans l'affaire Aliou Sall, alors la même pugnacité à aller... J'aime bien votre mot, la pugnacité. C'était un acharnement incroyable et quasiment jamais vu depuis les affaires de Waldia Diaye, de la justice sénégalaise sur monsieur Khalifa Sall et sur monsieur Karim Wade. Je pense que on ne demande pas, une fois que la justice est saisie, par exemple pour le cas de l'affaire Aliou Sall, l'histoire du pétrole, on ne demande pas que la justice viole le procès équitable, les droits des citoyens, comme ça a été le cas et internationalement reconnu pour ce qui concerne Khalifa Sall et Karim Wade. C'est pas ce qu'on demande à la justice sénégalaise, mais ce qu'on leur demande, c'est au minimum, tous les citoyens sénégalais étant égaux devant la loi, la moindre des choses, c'est que la justice mène les investigations avec la même hardiesse que cela a été le cas pour les autres opposants politiques. Ouais, justement, l'un d'eux, Karim Wade, dont vous êtes l'avocat, avez-vous de ces nouvelles, toujours à l'étranger, depuis sa sortie de prison, après sa grâce présidentielle? Oui, comme tous les membres du collectif qui assurait sa défense, nous avons des nouvelles de M. Wade de temps en temps. Et pourquoi Karim Wade est-il sorti du territoire sénégalais depuis? Mais je pense que nous avons fait plusieurs communiqués dessus. Il a été exilé, sorti de prison nuitamment. J'ai déjà expliqué que c'est quasiment vers 22h, 23h que des agents du ministère des Affaires étrangères et de notre police nationale se sont présentés dans sa cellule, lui ont fait des épreuves photographiques, l'ont pris donc en photo, lui ont confectionné un passeport et que je suis en mesure de vous dire que c'est de là-bas qu'il est allé aux Almadies rencontrer Madi Kenyang, mais plus le fils du calife. Et ensuite nous l'avons accompagné dans l'avion. Donc voilà les conditions. Je pense que les conditions de la libération de Karim sont... Vous y étiez. Ce que je veux dire, c'est que absolument, mais ce que je veux dire, c'est que les conditions de la libération de M. Karim Wade ont été aussi arbitraires et illégales que sa détention qui a duré 3 ans et demi.
Mais pourquoi il est contraint de partir? Existe-t-il alors une vieille question, existe-t-il un deal entre Karim Wade et le régime sénégalais avec la présence du Qatar, puisque vous étiez présent dans cette opération de libération puis d'exil, comme vous dites? Existe-t-il alors un deal avec la présence du Qatar dans cette opération? Le Qatar où vit Karim Wade ces dernières années? Non, absolument, il y a eu aucun deal. Bien sûr que non. Comment des avocats, surtout moi-même qui vous dis que je l'ai défendu avec d'autres excellents confrères, on ne peut pas cautionner l'idée même qu'on puisse soutenir qu'il y a eu un deal dans cette affaire. La seule chose que je vais vous dire, et c'est ma réponse... Pourquoi était-il contraint de quitter le Sénégal après avoir obtenu une grâce présidentielle? J'étais en train de vous donner la réponse. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Monsieur Wade a été mis en prison de façon arbitraire, détenu pendant 3 ans et demi, de façon absolument arbitraire et illégale. Et c'est exactement par le même procédé que le gouvernement sénégalais l'a sorti de prison. Je vous ai raconté tout à l'heure les circonstances. Nuitamment, il n'a même pas eu le temps de passer chez lui au point de prendre ses affaires. Il a été mis dans un avion et exilé du pays, c'est tout. Voilà ma réponse. C'est pas un deal, c'est pas un arrangement de quoi que ce soit, comme beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant des choses peuvent fantasmer pour dire que oui, en Afrique en général ça se passe comme ça, etc. Je vais vous donner un exemple concret. Je vous ai dit que il a été sorti de force de la prison et mis dans l'avion après un passage aux Almadies chez Maître Madi Kenya, mais je vous affirme également que jusqu'au moment où je vous parle, nous n'avons reçu aucune notification du décret de grâce, puisque vous dites qu'il a été gracié. Aucune notification du décret de grâce. Est-ce que de mémoire de Sénégalais, vous avez déjà vu un prisonnier qui sort de la prison de Rebeuss ou de n'importe quelle prison du Sénégal sans un certificat d'élargissement, sans passer au greffe? Ça n'existe pas. On n'a aucun document. Nous avons plaidé à Paris devant la 32e chambre correctionnelle. Les juges nous demandaient, mais est-ce que vous avez un document pour montrer que votre client est sorti du Sénégal? On n'avait rien. Il a fallu que c'était pas une suspension, mais on a eu le réflexe d'aller sur Internet dans les hôtels où nous étions avant l'audience, de télécharger les décrets qui étaient publiés par un site Internet au Sénégal. Et c'est ça que nous avons produit au tribunal de Paris dans une procédure que nous avons par la suite gagnée. Lorsqu'il s'agissait des mesures de confiscation, nous, jusqu'au moment où je vous parle, je pense que Karim est sorti en 2016, on est en 2019, on n'a aucun document de l'État du Sénégal. On n'a pas de certificat d'élargissement de la prison, on n'a pas un procès verbal ou n'importe quel document qui atteste de sa libération, on n'a pas reçu un avis. Inédit alors Mais ouais, ce que je vous dis, c'est du jamais vu. Comment un détenu, un prisonnier peut sortir d'une prison sans même un certificat d'élargissement. Je vous ai expliqué tout à l'heure les conditions. Bon, pour résumer, je répète une 3e fois que c'est pour ça que je dis sa détention, sa libération a été aussi injuste et illégale et non conforme aux règles que sa détention 3 ans avant. On n'a pas vraiment la réponse de pourquoi Karim Wade était obligé de prendre cet avion-là. Maintenant, est-ce qu'il va rentrer? Non, on peut revenir dessus. Je vais vous donner la réponse parce que je pense que ma réponse était suffisante. Mais je vais vous ajouter un autre point. Vous savez que pour être en prison, pour rester dans la prison, il vous faut un titre de détention. En prison, vous pouvez pas rentrer comme ça si vous n'avez pas un mandat de dépôt, un ordre du procureur ou d'un juge d'instruction. C'est la même chose. C'est-à-dire que si le décret de grâce arrive à la prison, ou que le directeur de l'administration pénitentiaire ou le directeur de la prison vous demande de sortir, vous n'avez pas les moyens de rester. Si on vous expulse, on vous met en face sur la corniche. Vous ne pouvez pas rester contre l'avis et la volonté des gardes pénitentiaires dans une prison. Donc, je pense que si on vous demande de sortir, vous êtes obligé de sortir, sinon les gens peuvent même recourir à la force. Mais ce que je vous dis, comment oblige-t-on quelqu'un à monter dans un avion et de sortir un Sénégalais, d'être expulsé à la limite du Sénégal?
Est-il obligé de prendre cet avion du Qatar? Entre nous, vous avez déjà ces informations-là. Vous savez, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais vous avez des informations qui viennent même de l'administration pénitentiaire. Ceux qui l'ont accompagné jusqu'à l'aéroport, ils ont fait des publications sur Facebook et sur les réseaux sociaux pour le directeur de la prison à l'époque. Ça lui a coûté même son poste. Absolument. Donc, j'ai pas besoin de revenir dessus. Ne me dites pas que Karim Wade n'a pas pris le taxi de Rebeuss pour aller se rendre à l'aéroport et acheter un billet d'avion. C'est l'administration pénitentiaire et le gouvernement de l'État du Sénégal qui l'ont encadré et mis dans un avion. Il est sorti de sa cellule, il est passé aux Almadies et il était carrément 1 heure après dans l'avion. C'est ce que je vous ai dit. Et pourquoi il ne rentre pas depuis 3 ans? Mais vous savez, même s'il est en exil au Qatar, il est en liberté. Vous pouvez lui poser la question directement. Il rentre pas parce que il y a cette menace de se voir appliquer la contrainte par corps, puisque le tribunal lui a infligé, en dehors de la condamnation de prison ferme, une amende de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Pour ce qui nous concerne, cette contrainte par corps, comme la décision qu'il avait maintenue en prison, n'a absolument aucune valeur juridique pour nous. C'est rendu à la suite d'un procès mondialement reconnu inéquitable. Je pense que j'ai pas besoin de revenir dessus. Maître Seydou Diagne, pour Khalifa Sall, dont vous êtes le conseil aussi, les dernières nouvelles du dossier, ce sont quelles nouvelles depuis le rabat d'arrêt que vous aviez déposé en janvier auprès de la Cour suprême? Nous attendons d'être convoqués par la Cour suprême relativement à cette procédure que nous avons introduite au mois de janvier, qui est une procédure prévue par la loi sénégalaise, spécifiquement la loi organique sur la Cour suprême, qui permet d'attaquer les décisions rendues par une des chambres de la Cour suprême. Donc, nous attendons d'être convoqués par la publication du rôle d'audience de cette Cour. Ce qui empêche Khalifa Sall d'obtenir éventuellement une grâce présidentielle, puisque la procédure n'est pas encore vidée. Bon, ça c'est ce qu'a dit le chef de l'État, mais moi je vous dis ce que je vois comme acteur de la justice. Quasiment plusieurs fois par année, on voit beaucoup de personnes condamnées en première instance, qui ont interjeté appel, ou l'appel n'a pas encore été jugé, qui font l'objet de décisions de grâce. C'est pas pour ça que je dis que M. Khalifa Sall demande la grâce. Il ne demande ni la grâce ni l'amnistie. Il demande que justice lui soit rendue. Et cet éternel débat sur l'indépendance de la justice ou indépendance des magistrats, une rencontre s'est d'ailleurs tenue cette semaine encore sur le sujet. Les lignes ne bougent pas. On continue à organiser des séminaires et ateliers, à parler du même sujet. Vous êtes un professionnel du droit, vous êtes avocat. Quel est votre sentiment sur cet objectif de rendre la magistrature ou la justice davantage indépendante? Sur ce point, je suis absolument en phase avec ce que je peux appeler, même si c'est pas tout à fait exact, le syndicat de la magistrature qu'on appelle ici UMS. L'indépendance de la justice, c'est un des points les plus importants de notre démocratie. Si la justice n'est pas indépendante, ce n'est même pas la peine qu'on pense être dans une république ou qu'on fasse toutes ces réformes pour les investisseurs, etc. Personne n'est en sécurité. Une justice indépendante qui rend des procédures faires, équitables, aux standards internationaux, comme le prévoit la Constitution et tous les engagements internationaux du Sénégal, c'est dans l'intérêt de tous les citoyens, que ce soit les opposants, que ce soit ceux qui sont au pouvoir actuellement, puisqu'ils n'y seront pas éternellement. Donc c'est un combat qu'il faut encourager, et je pense que même si je ne suis pas le porte-parole du bâtonnier, je pense que c'est la position de l'ordre des avocats de faire en sorte Comment les avocats vivent-ils le phénomène, vous qui pratiquez le droit, la justice tous les jours? Alors, vous me donnez l'occasion de mettre l'accent sur un phénomène assez... je le décris moi comme je le ressens, quelque chose d'assez paradoxal. La justice, pour une partie, fonctionne plus ou moins de façon satisfaisante. Parce qu'il ne faut pas oublier que la justice sénégalaise, elle juge des milliers de citoyens tous les jours.
qui, même lorsqu'ils sont pas contents de la décision qui leur est rendue, ne crient pas au scandale, interjettent appel, font des pourvois en cassation, etc. Mais si vous regardez bien, c'est les affaires dans lesquelles l'État ne met pas sa main et l'État n'est pas impliqué. Le problème de notre justice, c'est l'État du Sénégal, c'est le gouvernement. Chaque fois que l'État du Sénégal a un dossier qu'il monte contre un opposant ou bien qui concerne des personnes qui ne sont pas en odeur de sainteté avec le régime, c'est là que, il me semble-t-il, c'est ma perception, que les pressions s'exercent sur le procureur, sur les gens du parquet et parfois peut-être sur les magistrats du siège pour rendre des décisions qui sont défavorables aux opposants, aux personnalités politiques qui ne sont pas avec le régime, simplement parce que les garanties constitutionnelles prévues par notre charte fondamentale, prévues par les instruments juridiques internationaux, les droits de l'homme, tout cela n'est pas respecté lorsqu'il s'agit des dossiers où l'État est en cause et veut obtenir gain de cause coûte que coûte. C'est ça le problème. À votre avis, en sera-t-il ainsi tant que le procureur de la République aura comme patron le ministre de la Justice? Oui, mais ça, je pense que c'est une situation complexe. Et je pense que, de mon point de vue, il faut d'abord réduire les pouvoirs du parquet, du procureur de la République, parce que ça ne sert à rien. En France, si vous regardez bien, les procureurs ne peuvent quasiment plus décerner des mandats de dépôt. Donc, c'est au juge des libertés, je pense que le bâtonnier l'a dit plusieurs fois, c'est la position de l'ordre des avocats, c'est la position de beaucoup d'intellectuels et beaucoup de juristes. Ça ne sert à rien de laisser tous ces pouvoirs-là au procureur de la République qui envoie des milliers de citoyens pour un oui, pour un non en prison, parfois pour des motifs politiques. Ça crée un engorgement de la chaîne pénale puisque nos prisons et l'administration pénitentiaire n'a pas le budget et les moyens pour avoir des centres de détention aux standards internationaux. Donc, ce qu'il faut, c'est renforcer l'indépendance de la justice tout en diminuant le pouvoir du parquet. Il y aura toujours des dossiers signalés qui intéressent soit la sécurité nationale, les intérêts de l'État, etc. Mais il ne faut pas que ce soit traité dans les conditions actuelles. Et puis, les magistrats disent d'autres choses sur lesquelles je suis personnellement d'accord, qui sont des choses très importantes et très intéressantes. Par exemple, la gestion de leur carrière, tout ça, il faudra que ce soit réformé, de sorte que des personnes qui n'ont pas une grande expérience, qui avant qu'on les entende dans certains postes aujourd'hui étaient totalement méconnus, il faut que les postes soient donnés à des magistrats beaucoup plus expérimentés et puis en tout cas trouver un système où leur carrière est gérée en partie par eux-mêmes. Ils se connaissent entre eux, ils connaissent leur grade, ils connaissent leur degré, etc. Et ça ne fera pas de mal à la justice. Au contraire, ça ne fera que du bien parce que la situation actuelle a déjà montré suffisamment ses limites et les risques que ça pose pour le futur et pour actuellement dans notre démocratie. On en vient à une autre affaire, l'affaire des 94 milliards de francs CFA sur une propriété foncière objet de litige où on assiste à des accusations et contre-accusations, notamment entre l'opposant Ousmane Sonko, ancien inspecteur des impôts, et Mamour Diallo, ex-directeur des domaines. Une commission d'enquête parlementaire a été mise sur pied et elle poursuit ses auditions d'ailleurs. Vous êtes aussi l'avocat de Sofico. C'est une entreprise qui appartient à un certain Tahirou Roussard qui a acheté ce fameux terrain à 2 milliards 500 millions. Ça a été jugé dérisoire et c'est là-bas que certains ont trouvé ce qu'ils ont appelé un deal entre Tahirou Roussard et Mamour Diallo, ex-directeur des domaines. Vous l'avez assisté, Tahirou Roussard, quand il est passé devant la commission d'enquête parlementaire. Qu'est-ce qu'il y a dit? Non, mais vous savez bien que je ne peux pas vous révéler le contenu de son audition devant les honorables parlementaires, représentants de l'Assemblée nationale. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que déjà, vous dites que c'est dérisoire, c'est pas 2,5 milliards, c'est près de 4 milliards, et je trouve que 4 milliards, c'est pas une somme dérisoire, première chose. Et que les personnes... C'est parce que on estime la valeur de ce terrain-là à plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Oui, mais on va y arriver. Les personnes qui ont librement
vendu leur droit à l'indemnité d'expropriation que l'État leur devait, étaient vraiment très 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 contents de M. Sarr et de sa société qu'il ait accepté d'avancer ces montants. Parce que vous savez bien comment ça se passe. En général, les familles font 20 ans, 30 ans. Cette affaire, elle dure depuis, on a dit, depuis le régime du président Abdou Diouf. Donc, ça fait vraiment longtemps. La deuxième chose que je voudrais vous dire, et que les gens perdent de vue, c'est que parce qu'il faut toujours revenir à la charte fondamentale. On est dans une république, il y a des lois. Dans cette affaire, on a oublié que la Constitution du Sénégal garantit le droit de propriété et dit que si l'État fait une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, ça ne peut se faire qu'à la condition d'une juste et préalable indemnité. En France, c'est facile, ça veut dire que l'indemnisation qui est discutée aujourd'hui sur la place publique jusqu'à l'Assemblée nationale, mais elle est préalable à l'expropriation. L'État du Sénégal, donc, devait payer depuis le régime du président Abdou Diouf. Ça fait plus de presque 30 ans et jusqu'au moment où je vous parle, ce paiement n'est pas intervenu. La dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que vraiment, il faut savoir que Sofico a acheté dans le cadre des procédures purement légales. Les cessions de créances sont des choses qui sont prévues par notre Code des obligations civiles et commerciales. La loi sur les expropriations pour cause d'utilité publique dit que la cession est possible. D'ailleurs, M. Sarr a un arrêt de la Cour d'appel parce que cette cession est interdite seulement pour les intermédiaires. Et je disais toujours que les intermédiaires, c'est justement les fonctionnaires qui sont dans l'administration qui font le go-between entre les héritiers et l'administration ou le trésor public. C'est à ces gens-là que c'est interdit, mais pas à d'autres sociétés. D'ailleurs, la décision de la Cour d'appel est très claire. La dernière chose, vraiment la dernière chose que je voudrais vous dire sur ce point, c'est que il faut quand même se rendre compte de la légèreté des accusations qui ont été portées sur cette opération. Aujourd'hui, comme on a l'habitude de dire, est-ce que quelqu'un peut dire combien d'argent il manque dans les caisses de l'État et dans les comptes de la nation à cause de cette affaire-là? L'État n'a pas encore payé. Monsieur Sarr, comme ça je peux vous le révéler, a reçu un acompte de 3 milliards 200 du Trésor. Et pourtant, au moment où on a dit, il y a des lettres, comment on appelait ça, des lettres de garantie ou bien des lettres très sophistiquées du système bancaire qui ont été données pour que l'argent va sortir du Trésor sur les 94 milliards, qui est une créance de l'État du Sénégal, que, en vertu de la Constitution, il aurait dû payer aux héritiers depuis longtemps. Et que ces héritiers ont cédé cette créance à Sofico. Cet argent, aujourd'hui, est une dette de l'État du Sénégal à l'égard des deux sociétés, parce qu'il y a Sofico et CFU, bon, c'est le même groupe. Il n'y a aucun milliard ou aucune somme d'argent qui ait été sortie des caisses du Trésor, à l'exception des 3 milliards 200. Donc, moi, je ne suis pas l'avocat de monsieur Diallo, qui était directeur des domaines. Je ne l'ai jamais vu, je n'ai pas son numéro, je l'ai jamais rencontré. Moi, je défends que monsieur Sarr et ses sociétés, mais je pense qu'il a quand même été victime d'accusations, mais particulièrement infondées et vraiment fallacieuses. Ousmane Sonko, l'opposant, il refuse de déférer à la convocation de cette commission d'enquête parlementaire. En tant que juriste, votre commentaire sur son attitude, pour lui, s'il doit amener des éléments qui étaient ses accusations, ce ne sera que devant le procureur. Oui, mais je pense que c'est un secret de polichinelle que M. Sonko avait déjà saisi le procureur de la République. Mais une enquête pénale, elle est ouverte. C'est pas parce que vous saisissez le procureur à 20h et à 21h ou 20h30, il ouvre une enquête. Il faut que vous donnez des éléments factuels et sérieux. Parce que aujourd'hui, un procureur de la République ne peut pas ouvrir une enquête pénale, faire inculper des gens, faire mettre des gens en garde à vue, etc., ou bien déranger les officiers de police judiciaire sur du vent. Le procureur est bien placé pour savoir que dans cette affaire, il n'y a aucun indice qui permette de pouvoir dire que ça mérite
qu'on ouvre une procédure judiciaire. C'est mon point de vue, parce que je connais un peu ce qui s'est passé, comme j'ai dit tout à l'heure, de par ma position. Maintenant, sur le fait que M. Sonko, en qualité d'opposant politique ou membre de la société civile ou simple citoyen, est-ce qu'il doit déférer ou pas s'il est convoqué dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire? Ça, c'est sa liberté. Et si c'était dans le cadre d'une enquête pénale, j'aurais pu vous répondre parce que c'est plus contraignant. Mais je ne pense pas que la commission d'enquête parlementaire puisse avoir des mesures de rétorsion à faire à son encontre pour l'obliger à se présenter devant elle. Mais ce que je dis en substance et qu'il faut retenir, c'est que vraiment, c'est une dénonciation qui est particulièrement fallacieuse, préjudiciable à mes clients qui se réservent le droit d'y donner suite le moment venu. On en vient au sport, Maître Seydou-Diagne. Ouais, je vous en prie. Vous êtes le président de la commission juridique du CNOS, le comité national olympique sénégalais. Cette semaine, on a mis en place le comité d'organisation des JOJ, les Jeux Olympiques de la jeunesse que le Sénégal va accueillir en 2022. Dakar va accueillir en 2022. Les experts du CIO, le comité international olympique, sont d'ailleurs à Dakar en ce moment. Depuis quelques mois, c'est comme ça. Ils viennent souvent en mission. Est-ce que on a un bon début de préparation de ces JOJ qui se tiennent quand même que dans 3 ans? Moi, je pense que la première chose que j'ai à dire, c'est qu'il faut d'abord féliciter le comité national olympique, donc le CNOS, surtout en la personne de son président Diagne Ndiaye. Il faut également féliciter la mairie de la ville de Dakar, parce que pendant que M. Khalifa Sall était en détention, quand même, ça n'a pas empêché que la mairie délègue une personne pour donner son accord, parce que vous savez que l'attribution des Jeux se fait par les villes, et que également, c'est le cas également de se féliciter de la position de l'État du Sénégal qui accompagne le sport sénégalais et le comité national olympique jusqu'à ce que notre candidature ait été retenue pour ces Jeux qui vont se dérouler pour la première fois sur le continent africain. Je rappelle que nous étions en compétition avec le Botswana, qui a de très belles infrastructures, qui est un pays quasiment pré-émergent, c'est dans tous les rapports, la Tunisie et le Nigeria. Mais nous avons obtenu les Jeux grâce à la persévérance et au travail, et surtout de mon ami, celui qui était chargé de piloter le dossier, le président Ibrahim Awad, qui vient d'être nommé d'ailleurs ce comité coordonnateur avec les Babacar Wade et toutes ces personnes, dont le secrétaire général. On est sûr qu'on est prêt à les accueillir, ces JOJ. Oui, mais absolument, parce que le CIO a bien regardé le dossier de candidature du Sénégal et ça a été validé sur la base de l'existant. Et l'existant, c'était les infrastructures que nous avons. Le Sénégal ne manque quand même pas d'infrastructures, même si nous ne sommes pas au niveau de certains pays. Et je pense que le gouvernement va accompagner le mouvement olympique qui commence déjà à travailler avec les experts du CIO pour que ce soit une réussite africaine avant d'être sénégalaise. Vous êtes en spécial du droit des sports, comme ça a été dit dans la bande-annonce. Vous arrivez de défendre des fédérations de sport sur le continent notamment. On donne l'exemple du Maroc qui, après avoir refusé d'accueillir la CAN en raison de la maladie d'Ebola et qu'il a été suspendu par la CAF 4 ans. Le TAS qui a arbitré et qui a fait annuler ces sanctions infligées au Maroc par la Confédération africaine de football. Les affaires dans le sport, l'athlétisme, Lamine Diack, le foot, Sepp Blatter, Michel Platini et maintenant Ahmad, le président de la CAF, sur qui pèsent de gros soupçons de corruption dans l'attribution de certains marchés par la CAF. Ça vous inspire quoi, toutes ces actualités de gouvernance ou de malgouvernance des fédérations et confédérations de sport? Vous savez, je vais vous rappeler un terme qui était très très à la mode il y a une dizaine d'années, qu'il est toujours d'ailleurs, mais qui a été un peu relativisé. C'est ce que les juristes du sport ont appelé la lex sportiva. C'est-à-dire, c'est l'idée que le sport était un monde à part dans la société
et que nous avions besoin de règles spécifiques et qu'on n'était pas comme les autres, etc. Je pense que l'éclatement de toutes ces affaires commence à montrer que l'autonomie du sport et de ce secteur doit être quand même relativisée. Bon, pour toutes ces affaires qui sont parfois malheureuses, comme celle du président Lamine Diack, qui est quasiment notre Mandela sur le continent en ce qui concerne la gouvernance du sport et tout ce qu'il a fait pour le développement du sport en Afrique et dans le monde. Ces affaires révèlent simplement que aujourd'hui, l'autonomie du sport doit être quelque chose de vraiment, vraiment relativisé. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien ou de plus près ces affaires, ou même une lecture superficielle, vous vous rendez compte que c'est des faits allégués, je dis des faits présumés, comme les journalistes aiment bien le dire maintenant, c'est des faits présumés de corruption, des histoires d'argent, etc. Ce qui, après tout, arrive dans les autres secteurs également de la société, par exemple dans la gestion des sociétés, dans la gestion des entreprises, dans la gestion des fonds publics. Les contrats pétroliers. Voilà, exactement. Donc, ça montre simplement que le monde du sport n'est pas un monde qui comme certains l'ont pensé un moment, pouvait évoluer en vase clos. Aujourd'hui, vous voyez des gendarmes tout au long du Tour de France, vous voyez des juges d'instruction qui viennent faire des perquisitions pour des questions de dopage, etc. On n'est pas, peut-être qu'il y a des dieux du stade, mais pour ce qui concerne les dirigeants, ils sont aujourd'hui considérés comme et leurs affaires sont mises à la lumière de l'opinion, des journalistes, d'investigation, et tout le monde regarde. Vous avez vu les gens du FBI descendre à Zurich avec des journaux de la presse américaine, faire des arrestations, etc. Mais tout ça, c'est pas sur des faits proprement sportifs, mais c'est sur des faits qui concernent des relations d'argent, des relations financières, comme il y en a dans les autres parties de la société. On est en pleine Coupe d'Afrique des Nations de football. Le Sénégal va jouer demain, lundi, son troisième match de groupe contre le Kenya. Les Lions battus jeudi par l'Algérie, 1-0. Ils comptent 3 points. Le Kenya compte 3 points également. Ça va être le final de cette poule C de la CAN 2019. Vous doutez des capacités de l'équipe sénégalaise de se qualifier pour le second tour? Je ne doute pas vraiment, parce que je connais très très bien cette équipe pour avoir été dans la délégation déjà qui les avait dirigés lors du match éliminatoire. C'était en 2012, en février 2012. Le match éliminatoire ou qualificatif pour les Jeux Olympiques de Londres 2012. J'étais avec au Maroc, contre Oman. Contre Oman, exactement, entraîné par Paul Le Guen et tout ça. Et la chef délégation était le secrétaire général du comité olympique, mon ami Seydina Diagne et Albertine Gonzalez. Donc, pour vous dire que, pourquoi je vous rappelle cette anecdote? Parce que c'est vous montrer une preuve concrète qu'on a vu grandir cette équipe. Aliou Cissé, qui est un ami, à l'époque, me disait, mais t'arrêtes pas de regarder un de mes joueurs et tout, il est rapide. Je dis, mais ce jour-là, il joue où? Il m'a dit, il joue en 3e ou 4e division française. C'était Sadio Mané à l'époque, mais personne ne le connaissait. Donc, c'est pour vous dire que ça fait longtemps que je suis cette équipe et que je ne peux pas avoir des doutes sur leur capacité à battre le Kenya. Ce que je voudrais juste que ce soit évité, c'est que on se fasse appeler comme le Paris Saint-Germain, un peu de façon amusante, que nous soyons une équipe forte avec les faibles et faible avec les forts. Parce que même si nous battons le Kenya, les matchs à élimination directe vont commencer avec les 8e de finale. On va commencer à tomber sur les gros. Ce que je demande à l'équipe, c'est d'être d'avoir beaucoup plus d'engagement, parce que le football aujourd'hui, vous savez, toutes les nations savent jouer au foot. Vous avez vu la Mauritanie, le Madagascar, Ouganda, des équipes qu'on ne voyait pas se qualifier en phase finale maintenant, qui tiennent tête et qui battent certaines grosses équipes. Ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est l'engagement. Si vous regardez la Copa América, vous avez vu le Brésil a souffert pour battre le Paraguay. C'était la même chose entre Chili et Colombie. C'est l'engagement de nos jours qui fait la différence dans les sélections nationales. Mais votre question me donne l'occasion également de féliciter mon ami le président Maître Augustin Senghor et toute son équipe de la fédération sénégalaise de football pour avoir fini enfin cette phase de reconstruction
Votre ami Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions, dont vous êtes d'ailleurs l'un des avocats, il joue forcément son avenir dans cette Coupe d'Afrique 2019, puisque l'objectif du Sénégal a été fixé par les dirigeants, par le ministère des Sports, c'est de gagner cette CAN. Vous en êtes conscients tous. Il joue son avenir. Oui, mais la première chose, moi je connais bien Aliou, c'est un combattant, je sais que c'est un homme très engagé, je sais sa façon de travailler et je sais que ce n'est pas non plus, il ne pense pas aujourd'hui à qu'est-ce qu'il va devenir après la CAN, etc. Je pense qu'il doit être à 100% concentré sur son objectif qui est d'amener cette équipe le plus loin possible. Et je pense que avec l'aide de tous les Sénégalais, il pourrait y arriver. Maintenant, c'est lui-même qui a décidé de signer un contrat où on lui dit que bon, c'est ça votre objectif. Si vous ne l'atteignez pas, je pense que s'il ne l'atteint pas également, il prendra ses responsabilités, mais ce sera pas la fin de sa carrière, ce sera pas la fin de sa vie, ce sera pas la fin de son activité professionnelle. C'est ça qui est important pour lui et aussi pour sa famille. Ce qui m'intéresse, c'est que aujourd'hui, c'est l'heure de la mobilisation. Nous avons 6 matchs vraiment couperés à jouer, en commençant par le Kenya. Ce que je conseille à l'opinion et au peuple sénégalais, c'est de faire un bloc et le bilan sera fait de toutes les façons après la compétition. Mais aujourd'hui, nous devons éviter les sujets polémiques de savoir qui dort seul dans sa chambre, est-ce qu'il dort à 2, à 3, etc. Vraiment, ça, je pense, c'est pas des questions, et c'est pas la priorité normalement aujourd'hui pour l'équipe nationale. Nous devons faire bloc. La CAN, c'est une compétition très difficile. Parfois, c'est pas les meilleures équipes qui gagnent. Il faut supporter. Il faut encourager, surtout parce que la plupart c'est des jeunes, ils n'ont pas beaucoup d'expérience de la vie. Il y a même après le football et après le sport, il y a d'autres obstacles et problèmes dans la vie qui les attendent. Donc vraiment, moi, c'est un peu la fibre sportive qui parle. Je préfère vraiment que les Sénégalais fassent un bloc d'enfer derrière l'équipe nationale qui leur permette de gagner cette compétition vraiment qui est l'une des plus difficiles au monde. Maître Seydou Diagne, merci d'être venu devant le grand jury d'RFM, avocat de Khalifa Sall, de Karim Wade, de plusieurs autres personnalités, dont celle des sports. On peut parler d'Aliou Cissé, 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 on peut parler d'Aliou